voudrais revenir dans cette consultation, dans cette causerie plutôt, du 2 juin 2014, sur la question des échecs et des réussites que l'on peut prévoir par l'astrologie, par mon astrologie en tout cas, par l'astrologie. Mais c'est une problématique qui vaut a priori en principe pour n'importe quel temps d'astrologie, mais en fonction de pratiques prévisionnelles. On ne saurait insister trop, en tout état de cause, sur la nécessité pour l'astrologue de s'inscrire dans une temporalité. Je trouve que il y a des excès, il y a un laxisme actuellement regrettable dans la pratique de l'astrologue, en tout cas en réunion, en conférence, à savoir que l'on considère le thème astral comme le récit d'une histoire, et on va retrouver dans le thème astral les différents chapitres de cette histoire. Ce qui implique d'ailleurs, entre parenthèses, de travailler sur des personnalités qui ont déjà un certain vécu derrière elles. Donc, on sait des choses sur cette personne, ce qu'elle a fait dans sa vie, et bien on cherche dans le thème ce qui viendra corroborer cette information. Et cela sans se préoccuper aucunement de la question des dates marquantes, aussi bien sur le plan astrologique d'ailleurs que sur le plan chronologique. Voilà, on dit voilà, tiens, il y a ça, dans le thème il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà. On en revient à une conception très ancienne, à mon avis, du thème astral, d'ailleurs. Probablement à une époque où effectivement le thème astral était une espèce d'astrologie du pauvre, et où l'on n'avait pas besoin véritablement de consulter les astres pour faire fonctionner. Mais à ce moment-là, justement, il y avait, ce qui manque aujourd'hui dans pas mal de cas, il y avait des directions. Et les directions permettaient justement de baliser la vie de la personne, non pas en observant la réalité des mouvements astronomiques, mais en tout cas en provoquant des mouvements plus ou moins fictifs, qu'on appelle des progressions, des directions. Et d'ailleurs, des gens comme Desdruillard ont maintenu cette pratique, qui est également très chère à quelqu'un comme Roger Eke dans son ACB. Donc on fait bouger le thème, non pas par des transits, non pas par des cycles, mais tout simplement par comment dirais-je, des conventions de temps qui font que, voilà, un degré égale un an, ou un jour égale un an, ou quoi qu'on voudra, ce qu'on voudra, eh bien on fait bouger le thème. Mais même ça, ça a disparu. Et ça a disparu pour une raison encore très simple, très paresseuse, c'est qu'on ne prend même pas la peine de regarder les dates marquantes de la vie de la personne qu'on veut étudier. Alors, et pourtant, il y a l'informatique, paradoxalement, l'informatique a rendu les gens encore plus paresseux, alors qu'elle leur fournirait normalement des informations extrêmement riches. Eh bien, au fond, finalement, l'astrologue se réfugie dans une espèce de formule comme ça, très minimale, probablement parce que, par le biais de l'informatique, eh bien, finalement, il y a une saturation. Donc on arrive exactement à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va vers une hyper-simplification de l'astrologie, du fait précisément que l'informatique a induit une hyper-complexification. Voilà un des paradoxes pervers du système de l'informatisation en astrologie. Alors, il est clair qu'il faut quand même, si on veut prouver quelque part, non pas l'astrologie du thème astral, non pas l'astrologie individuelle, mais en tout cas l'astrologie, disons, à l'échelle, à grande échelle, si on veut, l'astrologie pour les grandes questions, pour les grands personnages, qui, notamment dans le domaine politique, et pas seulement, ont des moments de gloire, et puis d'autres moments où ils doivent se retirer. Tout ça, c'est sans parler des États eux-mêmes, des collectivités elles-mêmes, qui ont effectivement des périodes où effectivement elles s'étendent, en entreprises, et d'autres moments où elles se réduisent, elles réduisent leur voilure.
Donc voilà un terrain où il y a un mouvement des choses, un mouvement des gens, et ce mouvement, nous avons besoin de savoir si l'astrologie pourrait éventuellement en rendre compte. Alors moi, évidemment, je ne pense pas que ce soit l'astrologie actuelle qui puisse le faire, mais une certaine forme d'astrologie, celle que j'ai élaborée sous le titre de l'astrocyclon, me paraît à la hauteur de la tâche. Alors, je vais résumer un peu ma démarche, qui est un peu étrange par certains côtés, enfin en tout cas inhabituelle, à savoir que moi je serais marqué par l'histoire de Pluton et de Proserpine. Proserpine, qui la moitié du temps doit vivre auprès de son époux, Pluton, Hadès, l'autre moitié du temps, elle doit vivre auprès de sa mère, non plus dans les enfers, mais dans les champs. Je suis également très marqué par mes études sur l'occultisme, notamment sur la notion de Satan, et du fait que dans l'Apocalypse de Saint Jean, et probablement aussi dans le livre de Daniel, il est question d'un personnage comme Satan qui devrait périodiquement être libéré, c'est-à-dire auquel on devrait laisser libre cours. Et d'autres périodes, au contraire, il doit rester enchaîné. Donc il y a une dualité là qui est intéressante. Une autre dualité qu'on trouve, qui est bien connue, dont j'ai parlé maintes et maintes fois, en ce qui concerne la tour de Babel, il y a un temps où la tour de Babel est détruite et un temps où elle est construite. Et quand on est détruite, eh bien, il y a une grande diversité des langues, notamment, etc. Donc, je vous réfère cette fois-ci au livre de la Genèse, en tête de l'Ancien Testament. Et par conséquent, nous avons là une dualité. Et pour moi, tout savoir, tout médium, au sens de tout porteur de message, de véhicule de message, tout médium doit être dans la dualité. Et d'une manière générale, tout message, quelque part, est de l'ordre de la dualité également. Après, on peut broder, mais fondamentalement, il faut recentrer sur la dualité. Et la dualité, c'est aussi la dualité des hommes et des femmes. C'est aussi la dualité de l'empire, de l'État, empire et de la nation. C'est aussi la dualité des leaders de haut niveau et des populations médiocres. On a tendance actuellement à vouloir mélanger les deux catégories en une seule, comme si il n'y avait pas de différence entre un grand créateur, un grand chercheur, un grand leader et quelqu'un qui opère une tâche subordonnée et limitée au sein d'un ensemble taylorisé. Vraiment, c'est l'homme du monde. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de distinguer, c'est dont je vais parler tout à l'heure, maintenant, je vais parler essentiellement de la question de l'échec. L'échec qui peut être la prévision de l'échec. Peut-on prévoir que quelqu'un va échouer? Alors, il y a plusieurs formes d'échec, qui sont d'ailleurs complémentaires. Il y a un échec qui est lié au fait que une personne se retrouve dans un cycle, dans une phase qui ne correspond pas. Et donc, à ce moment-là, elle doit arrêter de faire ce qu'elle faisait. Elle ne peut plus rester dans la situation où elle se trouve. Donc, il y a cet échec qui est celui d'une inadéquation entre la personne, ses capacités et ce qu'on exige de lui à ce moment-là. Alors cet échec qui peut être dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, soit l'échec vient du fait que je ne suis pas assez puissant, je n'ai pas assez de potentiel pour gérer la nouvelle période, qui exige beaucoup plus de capacité que je n'en ai, ou au contraire, je suis surqualifié, je tire trop la couverture à moi, et alors qu'il faudrait au contraire
répartir les tâches entre un très grand nombre de personnes, au lieu de vouloir trouver faire tout soi-même. Un exemple, par exemple, au niveau musical, il y a la forme solo, la personne qui joue toute seule la pièce musicale, et puis vient un moment où il vaut mieux passer à une forme d'orchestration qui permettra d'employer 20, 30, 50 musiciens, et non plus un seul. Vous voyez que la notion d'emploi, de plein emploi, est absolument fondamentale, et c'est un enjeu social absolument fondamental, et que celui qui tue l'emploi, ben, il est mal vu par ceux qui veulent participer, tout simplement, qui veulent partager, et ils veulent participer à l'emploi, donc ils veulent que cet emploi, c'est un peu comme un gâteau, qui soit découpé en autant de parts que de convives. Voilà, on subdivise, on découpe l'emploi. Et c'est ce que j'appelle justement la période martienne, ou même, pour employer un mot un peu plus fort, la période mortelle, le thanatos. C'est-à-dire qu'on prend un grand couteau et on coupe, on découpe. Pour moi, Marx est représenté par un couteau. Et c'est quelque chose qui est extérieur à la personne. On ne coupe pas avec sa main. Donc, dans une phase martienne, qui correspond à la conjonction de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales, qui sont dans 4 constellations, il y a une subdivision, une sursubdivision des tâches qui étaient précédemment dévolues à une seule personne ou à un très petit nombre de personnes, une monarchie ou une oligarchie, et on passe vers une démocratie, une démagogie, c'est-à-dire une répartition entre tous les membres de la population. Et inversement, il y a des périodes, au contraire, qui sont celles de l'Éros, de Vénus, où il y a un personnage surdoué, surpuissant, omniscient, qui, à lui seul, en quelque sorte, fait tourner la barre, fait tourner la boutique, une locomotive, et au fond, les autres n'ont pas grand-chose à faire, et même on leur demande plutôt de rester tranquille. Bon. Alors, c'est un peu comme ça que je vois l'alternance des périodes de 3 ans et demi, hein, je ne parle pas de périodes de 50 ans ou de 100 ans, ça c'est pas mon truc. C'est comme ça que je vois un peu l'alternance des choses. Donc quand on suit la carrière de personnages connus, dont la chute est exemplaire, eh bien c'est intéressant. Prenons le cas de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, elle chute dans des conditions assez rocambolesques, quelque part. Elle ne perd pas les élections, au sens figuratif, elle est désavouée par son entourage, par ses amis politiques, Tories, conservateurs, qui demandent qu'il y ait un nouveau vote, une nouvelle élection, alors que ce n'était pas absolument obligatoire. Elle se prête à cette chose-là et elle perd. Et donc elle doit partir parce qu'en Angleterre, le chef du parti dominant est ipso facto le Premier ministre. Du moment qu'on change de président du parti, on change de Premier ministre, c'est automatique. Donc, à la fin de 1990, après 11 ans de pouvoir, eh bien, la phase Eros, la phase vénusienne, c'est-à-dire celle qui exige paradoxalement plus de pouvoir, une capacité plus grande à maîtriser un ensemble complexe de données, que j'appelle la période étatique par opposition à la période nationale. Le nationalisme, c'est ce qui s'appuie sur des données qui sont déjà là,
l'Empire, c'est une démarche, une dynamique qui va englober des données extrêmement diverses en générant une nouvelle dynamique, qui est une nouvelle structure qui dépasse largement la structure nationale. Et à un moment donné, effectivement, je pense que les femmes en général, et Margaret Thatcher en particulier, ont les plus grandes difficultés à survivre politiquement, ou autrement, du fait du pouvoir, de leur pouvoir, dans des situations qui exigent une grande ouverture et qui exigent d'intégrer une grande diversité de données, de facteurs. Donc, lorsque une nouvelle phase de Saturne en période vénusienne se présenta fin 1911, 90, eh bien, ça fut fatal pour Margaret Thatcher. Et on pourrait multiplier des exemples de ce type. Ça veut dire qu'effectivement, alors, on a un cas qui est intéressant, c'est le cas de François Hollande. Le cas de François Hollande est intéressant parce que il est président de la République depuis 2012. Il a été élu par le scrutin universel, le suffrage universel. Alors moi, personnellement, je n'ai aucun respect spécialement pour le suffrage universel. Pour moi, il vient plutôt perturber le processus astrologique. Je voudrais bien le préciser. Il n'est pas là pour valider le système électoral français, quel qu'il soit, ni valider le vote des électeurs. Ne serait-ce que parce que ce vote universel englobe aussi bien les hommes que les femmes. Ce n'est pas non plus d'une clarté évidente. Mais là, on mélange les genres. Donc, nous sommes dans une phase vénusienne, mais nous avons un leader qui n'est probablement pas à la hauteur de la situation et qui a été mis en place par les institutions qui verrouillent le système, par un système électoral qui l'a mis, et puis avant par les primaires, tout un engrenage qui fait qu'on en est où on en est. Et il y a effectivement une crise politique, une crise institutionnelle, parce qu'on s'aperçoit que le système ne génère pas des choses très intéressantes et qu'il n'arrive pas à se réformer, ou en tout cas il n'arrive pas à trouver de modalité. Il y en avait autrefois, quand on avait le septennat, il y avait des élections au bout de quelques années, 5 ans éventuellement. En tout cas, il y avait la possibilité d'une cohabitation qui permettait justement de changer les choses. Là, en l'occurrence, on a eu la possibilité de changer de Premier ministre, c'est ce qui a été fait avec l'arrivée de Manuel Valls. Alors, est-ce que Manuel Valls fait l'affaire ici? Peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer pour la France, pour M. Hollande. Le choix du Premier ministre est, dans la scène publique, absolument fondamental. C'est une affaire majeure, le choix du Premier ministre. Puisque on peut changer de Premier ministre comme on veut. Donc, autant le système du président public est figé, et je trouve que les observateurs politiques actuellement n'en sont pas assez conscients. Il doit y avoir pourquoi ne pas considérer une cohabitation à l'intérieur même du Parti socialiste, à l'intérieur même de la gauche. Comme il y en avait une plus ou moins entre Michel Rocard en 1988 et François Mitterrand. Mais est-ce que ça a été le bon personnage qui a été choisi à ce moment-là? Est-ce qu'il n'a pas fallu prendre quelqu'un de plus qui avait un autre profil et qui était plus décalé par rapport à Hollande? Question qui peut se poser. En tout cas, c'était là la solution que nous avons. On peut changer de Premier ministre, et Mitterrand ne s'en est pas privé. Il a changé, je crois, 5 ou 6 fois de Premier ministre. Sans parler de la fameuse Édith Cresson, qui a remplacé à un moment donné Michel Rocard. Donc, en second septennat. Donc, nous avons là un problème
Et ce que je veux dire, ce que j'ai déjà dit, c'est que c'est ce que j'ai appelé, là, dans une précédente causerie, la question du grand et du petit. Voilà. Quand on doit aller à une échelle supérieure, à l'échelle européenne, à l'échelle impériale, à l'échelle internationale, eh bien, il faut des gens d'une certaine stature. Et s'ils n'ont pas cette stature, et c'est aussi un peu ce qu'on reproche à Hollande, c'est de ne pas exister suffisamment au niveau européen, de ne pas avoir suffisamment de réseau, de pouvoir au niveau européen, eh bien, si on n'a pas cette stature, cette puissance, eh bien, on ne fait pas l'affaire et on ne résout pas les problèmes. On ne s'impose pas. Alors, on a actuellement cette affaire là, qui se décide dans les prochains jours de l'élection, enfin de la nomination d'un président de la Commission européenne. Très intéressant, parce qu'effectivement, ça ne va pas être décidé par une élection. Alors là aussi, il y a un débat qui est intéressant. Parce qu'il y a eu des élections européennes, donc un suffrage universel, mais, et avec une certaine raison, les chefs d'État se réservent la possibilité de choisir eux-mêmes le président de la Commission, qui ne sera pas forcément le chef, le porte-parole du parti européen, c'est-à-dire la coalition européenne la plus représentée. Soit Juncker, soit Schulz, enfin actuellement, c'est Juncker qui serait normalement le chef de la coalition conservatrice qui aurait gagné, et donc qui deviendrait ipso facto président de la Commission. Mais ce n'est pas si simple que ça, et ça ne surprend pas parce que en phase vénusienne, le poids du public, de la masse, de la foule, n'est pas déterminant. Ce ne sont plus des acteurs qui sont forcément qui nous obligent à les écouter. Par conséquent, on peut imaginer des surprises au niveau du choix du président de la Commission, de façon à ce qu'on ait réellement quelqu'un à la tête de la Commission qui ait la dimension nécessaire. Alors, là, nous, l'astrologie nous intéresse, mais on voit bien qu'il y a des interférences. Il y a des interférences de 2 ans. D'une part, des élections qui vont mettre en avant des personnages qui ne sont pas forcément ceux dont on a besoin. Deuxièmement, à des dates qui ne sont pas forcément pertinentes et qui vont instaurer des mandats pour des durées qui ne sont pas non plus spécialement pertinentes, parce que il y a aussi des changements de phase, et ces changements de phase détermineraient normalement des changements de personnel et de passage d'un groupe à l'autre, parce qu'on est dans la dualité. Je ne vais pas revenir sur cette question-là, mais enfin, il y a des passages comme ça où un certain style de fonctionnement va laisser la place à un autre style de fonctionnement, et vice-versa. Donc, il y a des parasites qui viennent entraver, enrayer le discours astrologique tel que je le conçois. Ne parlons pas de règles qui pourraient en plus introduire la parité entre hommes et femmes, etc. Enfin, on peut imaginer toutes sortes d'interventions comme ça qui viendraient fausser le processus astrologique proprement dit, et qui aboutirait, à mon avis, à des conséquences extrêmement graves. De toute façon, à un moment donné, les institutions ne protègent plus. Les institutions, c'est l'appareil politique, l'appareil institutionnel. Tout ça, c'est typiquement la phase martienne. Ça ne marche pas, jusqu'au bout d'un certain moment, ça ne marche pas. Il faut que la personne ait sa propre vitalité, soit autosuffisante et qu'elle n'existe pas uniquement par le truchement de quelques mécanismes électoraux ou de quelques principes discriminatoires, positifs, qui fait que cette personne doit rester au pouvoir tant de temps, que ça a été fixé comme ça, et qu'on verrouille tout. Tout ça, c'est très dangereux, d'en arriver à tout verrouiller, alors que justement, il faut être à l'écoute des phases, des changements. Mais une fois que l'astrologie sera reconnue,
eh bien, le problème ne se posera plus, puisque, par définition, on saura très bien à quel moment on doit changer de discours, de processus, etc. C'est pas qu'il y a un système qui est mauvais et l'autre qui est bon, c'est que ces différents systèmes doivent alterner. C'est un paradoxe que n'a pas compris le droit constitutionnel. Moi, j'ai fait des études de droit constitutionnel en même temps que j'ai fait de l'astrologie, il y a très très longtemps, à savoir que une constitution bien conçue, telle que moi je l'imagine, une constitution qui n'est pas simplement en train de prôner l'alternance, mais qui prône aussi qu'à chaque phase, il y a un mode de fonctionnement constitutionnel qui doit changer. Par exemple, pour prendre l'histoire de la Seconde République, eh bien, il peut y avoir une phase où on élit le président au scrutin universel, au suffrage universel, une autre phase où on l'élit devant l'Assemblée nationale, le Sénat et puis un collège d'électeurs, comme c'était prévu en 58 dans la première mouture de la Constitution de 58. Ça paraît complètement effarant d'imaginer une alternance de modes de fonctionnement. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec les primaires. Il y a eu des périodes où on a appliqué les primaires pour désigner le candidat, et des périodes où on n'en a pas appliqué. Bon. Donc le débat reste posé. Donc, ce que je veux dire, c'est que, je vais revenir pour rappeler une fois de plus ce qui distingue les deux phases majeures, qui sont la phase Eros et la phase Thanatos, qui sont des mots qui sont un petit peu forts, qui peuvent un peu interpeller. Quelques secondes, je vais dire que la phase Thanatos, c'est la phase de l'astrologie. Je dis ça très clairement. C'est-à-dire que le système astrologique a été élaboré pour instaurer la phase Thanatos, c'est-à-dire pour empêcher les hommes d'arriver à un pouvoir suprême. C'est la fameuse théorie de Babel. Les hommes sont trop puissants, on va détruire leur système. Donc la phase Thanatos est là pour protéger les petits contre les grands, pour protéger la multitude contre la monarchie. Donc effectivement, voilà. Donc c'est pourquoi Thanatos, parce que quelque part, on a un système, et donc par conséquent, quelque chose qui est un peu mort, qui est un peu figé, une espèce de rouage, d'engrenage, qui correspond d'ailleurs à la taylorisation, correspond à la mécanisation, et qui est, en fin de compte, une sorte de moisson. C'est-à-dire qu'on moissonne le travail qui a été fait pendant la phase vénusienne, la phase Cérès, et on l'engrange en phase martienne. Ça me fait penser d'ailleurs au songe de Joseph avec les 7 vaches maigres qui dévorent les 7 vaches grasses. Et une fois que cette phase martienne s'est développée, d'ailleurs je faisais allusion à Pluton et Hadès et à son épouse Proserpine, eh bien à ce moment-là, Proserpine peut enfin quitter les enfers, les Tartares, et elle va remonter à la surface, et ce sera une période vénusienne, cérétienne, et là, effectivement, ça va être le temps du héros, ça va être le temps du mal dominant, ça va être le temps où on n'a pas besoin d'appareils, on n'a pas besoin de système, où tout est intégré dans la tête du leader. C'est-à-dire qu'il a un potentiel considérable en lui-même, il exploite au maximum ses facultés, et il n'a pas besoin de découper ses facultés en des milliers de petits segments, de petits fragments. Et donc on est en quête de ce genre de personnage. Alors parfois on essaye de le fabriquer artificiellement. Les élections au suffrage universel ont pour vocation, théoriquement, de fabriquer ce super-homme, ce surhomme qui aurait tous les pouvoirs, tous les savoirs, et qui pourrait à lui tout seul faire fonctionner le système. Bon. Mais c'est un leurre, ce système est une montagne qui a plus qu'une souris, et il serait beaucoup plus souhaitable que l'on repérât dans la population, ce qui est un peu le cas avec les NAR, etc., si on veut, avec le système des grandes écoles. En tout cas, il faudrait repérer les meilleurs éléments. C'est d'ailleurs le cas en comparaison de Hollande qui est sorti à l'État, mais ça ne suffit peut-être pas.
En tout cas, il faut repérer, il faut former les éléments qui seront les plus capables de dominer en phase vénusienne. D'ailleurs, les gens sont bien conscients. Quand on nous dit il n'y a personne à droite, ça veut dire quoi, il n'y a personne à droite? Ou par exemple, bon, à l'UMP, personne. Bon, je prends cet exemple. Je veux dire, ça veut bien dire que les gens sont bien conscients qu'on attend une certaine catégorie de personnes, une certaine stature, et qu'on ne la trouve pas, que personne ne fait l'affaire. C'est ça, donc les gens sont quand même lucides. Alors, il est possible que dans certains partis moins... Alors c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle le régime des partis. Il est possible que des leaders de plus petits partis feraient plus l'affaire. Je pense à des gens comme François Bayrou, par exemple, pour ne citer que lui. Le leader ne doit pas forcément être le chef du parti. Hein, ça peut être quelqu'un qui n'a qu'une petite augmentation, mais qui a lui-même un potentiel important. Donc là encore, j'ai suivi les cours de sociologie politique de Duverger à ça, 65-66. Ça, le système des partis fait partie, c'est un élément inhérent à la démocratie, aux élections, etc. Le système des partis, comme dirait d'ailleurs De Gaulle, le système des partis, il n'est pas forcément génial. Hein, donc, l'astrologue n'est pas là pour valider des institutions, un mode de fonctionnement qui, en mon avis, est plutôt là pour se substituer à l'astrologie et pour occulter un manque d'astrologie, et donc on n'a pas du tout à l'entériner. Voilà.